Ici Marie-Louise Arsenault, bienvenue à cette édition de Plus on est de fou, plus on lit en version de 120 minutes, une émission qui vous parvient en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons nos collaborateurs. D'abord, Elisabeth Vallet. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Marie-Louise. Professeure associée au département de géographie de l'UQAM et directrice scientifique à la chaire Raoul Dandurand. Vous avez lu pour nous Violent Borders. C'est un ouvrage écrit par un confrère à vous, un professeur qui s'appelle Rhys Jones, qui enseigne au département de géographie de l'Université de Hawaï et qui, comme vous, s'intéresse de près aux frontières, aux murs que l'on érige dans le monde. D'ailleurs, j'ai appris, grâce à vous, Elisabeth, qu'en 1990, il y avait à peu près 15 murs frontaliers dans le monde. Et aujourd'hui, il y en aurait au moins 70. Absolument. C'est énorme, cette prolifération des murs. Puis c'est intéressant de voir la courbe ascendante qui s'accélère très nettement aux alentours du 11 septembre et plus encore au moment du printemps arabe où là, on voit vraiment qu'il y a une flambée dans le nombre de murs en comprenant que l'instabilité géopolitique fait que les États croient faussement qu'en s'enfermant, ils vont résoudre les problèmes. Des murs qui se militarisent Absolument. aussi, où les agents de surveillance sont d'anciens soldats d'Irak, par exemple, et qui est un enjeu dans la campagne électorale américaine, évidemment. Absolument. Oui. Merci d'être avec nous, Elisabeth. Comment va le monde? Les évacuations par autocar ont repris aujourd'hui dans le camp de Calais, dans le nord de la France, après une nuit d'incendie volontaire au 3e jour de l'opération de démantèlement de la jungle, qui a permis de transférer plus de 4000 personnes dans des centres d'accueil en France. Selon les estimations les plus récentes du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, un humain sur 122 est désormais soit un réfugié, un déplacé ou un demandeur d'asile, ce qui correspond à 59,8 millions de personnes. Or, 40 000 personnes sont mortes en tentant de franchir des frontières depuis les 10 dernières années, selon les données rapportées par Rhys Jones, professeur à l'Université de géographie de l'Université d'Hawaï, dans un ouvrage qu'a lu pour nous Elisabeth Vallet, professeure associée au département de géographie de l'UQAM et directrice scientifique à la chaire Raoul Dandurand. Elisabeth, ce confrère à vous, Rhys Jones, donc, commence son ouvrage, ou en tout cas traite dans son ouvrage du sort, du destin des gens qui décident de prendre la route, et ils sont de plus en plus nombreux pour toutes sortes de raisons. On a parlé souvent de leur destin à cette émission parce que parmi vos travaux de recherche, il y a donc ces murs, ces frontières, ces déplacements de réfugiés, comme lui, comme Rhys Jones, en fait. Il a la même pratique que vous. Oui, tout à fait. Oui. Et on se croise souvent, évidemment, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir développé une expertise sur ce sujet-là. Lui, lui, à la base, est un spécialiste de la frontière indo-bangladaise. Il parle hindi et bengalais extrêmement bien. Donc, c'est une des rares ressources occidentales qu'on ait avec cette compétence-là, et notamment sur le fait qu'à une époque, on avait des enclaves qui appartenaient à l'autre pays de part et d'autre de la frontière. Donc, il y avait des gens qui étaient isolés en Inde en étant bangladais et des Indiens qui étaient isolés de l'autre côté de la frontière. C'est compliqué comme situation. Ça vient, il y a eu un traité qui échange ces enclaves et le problème serait réglé. Mais entre-temps, l'Inde a décidé, suite à quelques attentats, et puis à partir de 2000, un rythme d'attentats beaucoup plus élevé, de murer littéralement l'intégralité de sa frontière avec le Bangladesh, ce qui en fait la frontière la plus longue au monde avec ce type de mur. On parle de plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, Rhys Jones est parti de ce constat-là, qui était donc sa thèse de doctorat, et a développé, à partir de là, un modèle d'analyse des États démocratiques qui s'emmurent. Et parce qu'effectivement, à la fin des années 90, eh bien, on a des pays comme l'Espagne qui vont murer donc les deux enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et de Melilla, Israël qui est un de ces exemples aussi, donc il commence avec l'exemple de Ceuta, Israël qui est un autre exemple qu'il aborde, et puis bien entendu le mur mexicano-américain, donc à la frontière méridionale des États-Unis. Et en fait, il part d'un exemple très précis à la frontière mexicaine. Ce sont 4 jeunes adolescents, une quinzaine d'années, qui à un moment donné décident de traverser à El Juarez, la frontière qui est entre les villes jumelles de El Juarez et d'El Paso, qui décident de traverser d'aller proche de la frontière, donc de traverser le mur à cet endroit-là, alors que c'est un des endroits les plus policés au monde. Alors, ce que leurs parents ont dit après coup, c'est mais enfin, c'est des gamins, ils ont 15 ans, c'est des garçons. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient capables, mais il n'y avait pas de démarche
particulière. Alors Rhys Jones dit peut-être qu'effectivement c'était une manœuvre de diversion pour des trafiquants qui passaient plus loin. Est-ce que ça mais c'est possible. Mais peu importe, c'était quand même juste des gamins. Et là donc un douanier qui s'appelle Jesus Mara, qui est un Américain, va arrêter l'un des garçons. Les 3 autres vont repartir au Mexique et vont jeter des pierres au douanier. Et là, le douanier sort son arme et tire 2 fois. Et abat Sergio Hernandez, donc l'un des jeunes garçons de 15 ans. Mais il l'abat de l'autre côté de la barrière, au Mexique. Et là, les tribunaux, pour la petite histoire, vont estimer que comme et puis vraiment c'est texto, un citoyen mexicain au Mexique, on considère que ça n'est pas passible ça ne peut pas tomber dans la juridiction d'une cour américaine, et donc il n'y aura jamais de procès véritablement de fait à ce moment-là. C'est très intéressant, hein? C'est la source d'inspiration de séries américaines comme The Bridge, qui est même inspirée d'une série européenne où effectivement, que faire en cas de meurtre ou de mort violente quand ça se passe dans des zones limitrophes à des frontières. Il reste que, on le disait en ouverture d'émission, depuis 1990, les murs se sont multipliés à travers le monde. Qu'est-ce qui a justifié? Est-ce que c'est le 11 septembre qui a justifié l'érection de ces murs un peu partout à travers le monde? Elisabeth Vallet? C'est intéressant. Je viens de travailler pendant 6 mois avec le service d'infographie du Washington Post, et on a créé donc une infographie. Ils ont créé une infographie à partir de nos données, et c'était une de leurs premières questions. Puis on leur a dit, quand on est parti, comment je suis partie avec ces recherches-là, la présomption était effectivement, on voyait qu'il y avait une accélération, que le 11 septembre était le déclencheur. Et en fait, quand on a commencé, on est les seuls, c'est intéressant, on a une expertise québécoise en décompte de murs et analyse de murs dans le monde, on est les seuls à avoir identifié tous les murs. Et on leur a dit, non, en fait, ça arrive tellement rapidement après le 11 septembre, dans les mois qui suivent. Puis vous savez, un État, c'est un gros paquebot, donc le temps de mettre en place, il fallait que les projets soient déjà dans les cartons. Et donc, on présume que le 11 septembre, de la même manière que le printemps arabe, n'ont été que des accélérateurs de réflexes qui étaient déjà présents. Et c'est ce dont Rhys Jones parle. Il dit, les États, vivent dans une espèce de mythe de l'âge d'or, d'un âge d'or où les murs et les fortifications permettaient d'avoir un espace plus sécuritaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit jamais les frontières n'ont été aussi fermées qu'aujourd'hui. Les fois où on avait des murs, et il l'explique au début de son livre, c'était entre les 2 Corées, c'était entre l'Inde et le Pakistan, c'était même la Grande Muraille de Chine avait pour visée de prévenir les invasions barbares. Donc c'était dans des cas de conflits territoriaux délimités et dans le monde westphalien entre 2 États. Et là, on se retrouve à construire des murs pour pas pour empêcher une invasion étatique, mais pour prévenir un hypothétique problème en se racontant un peu qu'on peut arrêter l'eau avec les mains. C'est un peu ça. Et on assiste au même moment à une multiplication du nombre de personnes qui sont déplacées. 65 millions de personnes à l'heure actuelle auraient été déplacées ou sont déplacées. C'est l'intégralité de la population française, l'équivalent. Donc ça serait un État entier qui, effectivement, est déplacé soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur de ses frontières. Rhys Jones raconte d'ailleurs qu'évidemment, tout ça est devenu de plus en plus militarisé, de plus en plus, disons, avec une culture policière, que les gardiens qui sont passés d'un état de gardiens formés normalement, comme aux douanes, par exemple, sont devenus d'ex-soldats d'Irak aux États-Unis, par exemple. Donc, il y a vraiment une force policière beaucoup plus importante aussi. Quand les États-Unis ont décidé, à l'issue de 2001, de vraiment renforcer le nombre d'agents, il a fallu recruter extrêmement vite. Et on le voit, il présente donc les chiffres d'augmentation des patrouilles frontalières. Et ça a impliqué 2 choses. On est allé effectivement, on a recyclé les vétérans d'Irak et d'Afghanistan dans les patrouilles frontalières sans les démilitariser. Donc ce sont des gars et des femmes qui souffrent souvent de syndrome post-traumatique et qui vont se retrouver à la frontière, parfois d'ailleurs sur un terrain, puis ça c'est pas inintéressant, sur un terrain similaire en Arizona, dans le désert d'Arizona, à celui qu'ils ont connu en Afghanistan ou en Irak. Donc le paysage n'a pas vraiment changé, ce qui fait que nécessairement le prisme à travers lequel ils vont regarder le monde est un prisme d'altérité où on va voir l'autre derrière la frontière comme étant un étranger et une menace. Preuve en est, Rhys Jones en parle aussi, le fait qu'on ait le National Geographic Channel qui met en place des séries sur le 3e front, la 3e guerre, quand il y avait la guerre en
Irak, en Afghanistan, la frontière était considérée comme une troisième frontière. Mais ça, c'est excessivement intéressant et je ne sais pas si c'est abordé dans le livre, mais il me semble qu'il y a un enjeu, il y a un aspect civilisationnel au mur. Comme il y avait un aspect civilisationnel dans l'Antiquité, le mur, on en a érigé à Rome, le mur d'Adrien est encore debout en Grande-Bretagne. Le mur départage la civilisation de l'autre, du barbare. Et j'ai un peu l'impression que il y a une espèce de relent qui est de plus en plus présent symboliquement entre nous, société occidentale, et l'autre qu'on garde de l'autre côté de la frontière. En fait, il y a une étude de Princeton qui montre qu'il y a un différentiel en termes de PIB qui est presque un indicateur prédictif du fait qu'on va ériger un mur. Donc effectivement, c'est une grande division entre un certain sud et un certain nord. L'Arabie Saoudite sans mur. Donc on peut parler à chaque fois d'États qui considèrent que celui qui est à leur porte est beaucoup plus faible est forcément dangereux. Ce qui est intéressant de Rhys Jones, vous savez, quand on enseigne à l'université, on dit aux étudiants, il faut que vous gardiez une certaine distance, il faut qu'on ait une capacité d'analyse. Et Jones fait, je pense, quelque chose d'important. Il sort de ce moule-là en disant, à partir de la compétence que l'on a lorsque l'on étudie les frontières, il faut si notre modèle va dans ce sens-là et son modèle va dans le sens d'ouvrir les frontières, il faut l'argumenter, il faut devenir un activiste parce qu'on a la capacité de montrer au gouvernement, au monde, que tout milite dans le sens de l'ouverture des frontières. La raison pour laquelle on a des trafiquants, pour la raison pour laquelle on a des gens qui vont fuir leur pays, qui vont passer clandestinement. Oui. C'est parce qu'il y a une différence de traitement dans le monde. Si vous enfermez les gens derrière des murs au Bangladesh, qui vont travailler pour une poignée de figues, alors que pendant ce temps-là, vous avez des gens extrêmement riches en Angleterre qui vont acheter ce que ces gens vont produire. Eh bien, c'est ce différentiel, parce que les frontières sont fermées, qui va faire, c'est ce différentiel qui génère toujours plus d'inégalités. À travers le monde, si les frontières étaient ouvertes, d'abord, on pourrait avoir justement des gens qui disent, non, moi, je travaille pas pour ça, je vais ailleurs, et les choses finiraient par, c'est du laisser-faire, mais il dit, au fond, et c'est ce que disent aussi beaucoup d'économistes, si on ouvrait totalement les frontières, l'augmentation globale du produit intérieur brut de chaque État augmenterait de 50 à 150%. Même chose pour les États riches. Oui. Absolument. On ne pourrait que bénéficier. On n'aurait probablement pas Trump avec un système de frontières ouvertes parce que ces Blancs en colère auraient peut-être trouvé justement une autre façon de répondre à la question. Et d'abord, ils ne se feraient pas voler leur job puisque leur job irait pas au sud. C'est la démonstration de Rhys Jones qui dit aussi plus on mure les frontières, donc plus elles sont violentes. Elles sont violentes parce que et les Border Patrol aux États-Unis ont tout à fait dit ça. Ils ont dit on va murer les zones urbaines. C'est exactement ce qui s'est fait. Puis on mure pas celle d'Arizona en plein milieu du désert de Sonora. Pourquoi? Parce que les gens vont hésiter à traverser à cet endroit-là. Les gens n'hésitent pas, mais ils meurent. Ben oui. Donc, plus de 100 personnes l'an dernier sont mortes d'ailleurs dans le désert d'Arizona en évitant les villes. Parce que ce qui se passe, c'est que le destin des gens qui sont obligés de bouger, de changer de pays, donc d'entreprendre la longue marche là, vers les États-Unis pour les Sud-Américains, leur destin se fragilise donc. Et ces gens-là donc vont éviter les murs, les villes, donc pas manger pendant des jours, avancer dans des conditions médiocres. On a souvent parlé du sort des femmes aussi qui migrent, Elisabeth. Des femmes qui ont tellement intégré le viol dans le processus de migration qu'elles prennent systématiquement un contraceptif. Et il cite d'ailleurs un poème d'un poète somalo-britannique qui s'appelle Warsan Shire, qui dit... En substance, comprenez que nul ne met ses enfants dans un bateau à moins que la mer ne soit plus sûre que la terre. Que nul ne quitte sa maison à moins qu'une voix ne lui susurre « Quitte, fuis-moi maintenant. Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais ce que je sais, c'est que partout ailleurs sera plus sécuritaire qu'ici. » Et c'est vraiment, lorsque les Syriens ont décidé de fuir, c'était vraiment la solution de dernier recours. C'était parce qu'ils n'avaient pas le choix. Fermer les frontières n'y a rien changé, a juste rendu le processus plus dur. On a aussi externalisé les frontières, c'est quelque chose dont il parle aussi, c'est-à-dire que non seulement notre frontière est plus dure, on a créé une zone de danger parce que c'est une zone militarisée, une zone de passeurs et de violence, mais on a aussi repoussé la frontière, ce qui fait qu'on va avoir des camps d'internement qui vont être en Mauritanie, qui vont être donc dans l'espace sahélien, où là, les pays sont pas soumis à la Convention européenne des droits de l'homme, donc on délègue à d'autres la sale job. Les États-Unis font aussi ça avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale, et donc il y a eu par exemple, explique-t-il, sur la dernière décennie, 47 000 morts
au Mexique de gens qui s'en allaient vers les États-Unis. C'est le fait de l'externalisation des frontières, c'est l'extorsion, les gangs, les cartels, etc. Et oui, et que dire des conditions de vie des gens qui se retrouvent dans des camps de réfugiés? On parlait de Calais en ouverture de segment. On est en train de les déplacer, ces gens-là. Donc, on les veut nulle part non plus en France. Ce sont des indésirables d'ailleurs à plus d'un titre, parce que lorsqu'on parle de Calais, lorsqu'on parle de ces camps d'internement ou de ces bidonvilles spontanés, on ne parle que très rarement des enfants et des femmes. D'ailleurs, ce que vous voyez, ce sont des hommes. Il y a beaucoup d'enfants et de femmes aujourd'hui. Enfin, il y en avait beaucoup à Calais. Ces gens sont déplacés manu militari parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des zones de transit, des points de passage obligés justement de ces murs. Il y a un mur à Calais construit par les Britanniques. Oui, évidemment, parce qu'ils essaient de passer vers l'Angleterre, les gens qui se retrouvaient à Calais, parce que leur destin va changer au cours des prochains jours. Elisabeth Vallée, est-ce qu'il n'est pas un peu, disons, idéaliste, Rhys Jones, d'imaginer un monde sans frontières, alors qu'au contraire, depuis une vingtaine d'années, les frontières se durcissent, s'épaississent de plus en plus. Il faut être idéaliste dans la vie, mais... Le monde vit sur des cycles décennaux. Les années 90, c'était une décennie hippie. Les années 2010 ont été une décennie de crispation identitaire, sécuritaire. On est rendu dans cette époque-là. Non, je pense qu'il a raison. Notre plus gros travail comme géographe, comme universitaire qui travaillons sur la frontière, c'est de démontrer au gouvernement que la fermeture des frontières ne conduit qu'à occulter certains problèmes. Il évoque le changement climatique. Le fait d'ignorer l'impact du changement climatique sur le Sud et de construire des murs pour voiler tout ça, occulte le fait que ça ne va faire qu'empirer. Si on ne le prend pas à bras-le-corps, si le Canada, qui veut jouer un nouveau, qui veut être une voix dans le monde, ne prend pas ça à bras-le-corps, eh bien, le problème ne fera qu'empirer. Les murs ne résolvent rien. Violent Borders, donc cet ouvrage de Rhys Jones est paru aux éditions Verso en anglais. Merci beaucoup, Elisabeth Vallée. Merci.